Jacques Frémaux, on se retrouve pour parler de votre livre, La conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Abdelkader. Donc c'est un livre qui ne concerne pas la conquête de l'Algérie en tant que telle Mhm. depuis 1830, mais pourquoi avoir choisi 1845? Bon, ben, disons que ce sont des circonstances un peu particulières. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé mes recherches en histoire, c'était en maîtrise, hein, à l'époque il y avait qu'une année de maîtrise, je voulais travailler sur la conquête de l'Algérie, et donc bien sûr on ne peut pas faire un mémoire qui englobe tout. Et le professeur Gagnage qui me dirigeait à l'époque m'avait proposé donc de prendre plusieurs épisodes, plusieurs séquences, et notamment c'est celle-là qui m'avait retenu, hein. Donc c'était intéressant parce que c'était la fin justement des campagnes d'Abdelkader, et c'était aussi la dernière grande insurrection qu'avait réprimé Bugeaud. Voilà. Pourquoi Abdelkader reprend le combat à ce moment-là? C'est-à-dire il l'avait jamais vraiment abandonné, mais comme vous savez, il avait été, après plusieurs années de combat, à partir de la reprise de la guerre, donc en 1840, et donc des opérations contre les troupes françaises, et il avait été obligé de quitter l'Algérie après la prise de la Smala, donc de son camp mobile en 1843, et il s'était réfugié donc au Maroc, à l'abri donc dans un territoire marocain qui était inviolable pour des raisons internationales. Et donc, en lançant quelques raids. Et alors, ce qui se passe en 1845, mais pas au début de 1845, au printemps plus exactement, c'est une reprise de l'insurrection qui n'est pas dirigée par lui, mais qui est dirigée par ce qu'on appelle des shorfas, c'est-à-dire des personnages qui se prétendent descendants du prophète, et dans une atmosphère très millénariste finalement, et qui prétendent qu'ils vont chasser les Français, établir même le règne de la religion sur le monde entier. La guerre, ce sera la fin des temps. Hein, et certains d'entre eux même prennent le nom de maître de l'heure, hein, Maola Saha, c'est-à-dire l'homme qui vient à la fin à la fin des temps. Et donc, ce sont des insurrections qui se produisent dans le centre de l'Algérie, enfin la région de la plaine du Chélif, le massif de Dahra, donc au nord de la plaine du Chélif. Ces insurrections excitent considérablement, enfin, mettent l'armée française en branle, à partir donc du printemps 1800, en 1845. La situation se calme ensuite en été, parce que l'été n'est plus une saison, vu la chaleur, ce n'est plus une saison favorable aux opérations. Et en 1800, donc, au mois de septembre 1845, Abdelkader donc décide de reprendre le combat. Il rentre en territoire algérien, donc dans la province de l'Ouest, hein, c'est-à-dire la province d'Oran. Et là, c'est sans doute quelque chose qui va faciliter son action, c'est l'écrasement donc d'une petite colonne française, la colonne Montagnac, qui l'écrase donc au mois de septembre. Voilà. Et donc, il semble qu'Abdelkader a voulu, en quelque sorte, profiter de la situation très troublée de l'Algérie, et aussi de l'absence de Bugeaud, qui n'est pas là, qui est en vacances, enfin en France à ce moment-là. Parce que à lire votre livre, c'était une tentative vaine. Oui, il est pas sûr du tout que. Ben, c'est-à-dire que je crois que l'idée d'Abdelkader, depuis le début, c'était de décourager les Français. Non pas, il savait très bien, parce que c'était un homme informé et intelligent, que son armée n'avait pas la capacité de vaincre l'armée française, mais il espérait quand même que les Français finiraient par se décourager. Et donc il semble que c'était une action aussi destinée à les désespérer, à leur montrer que la guerre finalement était toujours recommencer sans arrêt. Hein, et ça n'est pas impossible finalement parce que les officiers français étaient très découragés à la fin de 1845, au début de 1846. Hein, donc ça aurait pu être possible. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous faire un tableau des forces en présence? Oui, bah c'est assez facile. Disons les forces françaises en septembre 1845, c'est un peu plus de 80 000 hommes. Hein, donc une armée respectable. Bon, Abdelkader, qu'est-ce qu'il a autour de lui? Il a quelques centaines, peut-être quelques milliers d'hommes. Mais c'est vrai que lorsqu'il paraît en Algérie, il est capable de mobiliser une partie des guerriers des tribus. Donc autour de lui, il peut avoir pas énormément, mais enfin il peut regrouper quand même quelques dizaines de milliers d'hommes.
mais au maximum. Donc il est capable de mener des opérations de guérilla, mais pratiquement jamais d'affronter l'armée française en reste campagne. Parce que l'armée française est composée surtout de fantassins, avec une grosse part de cavalerie, mais il y a très peu d'artillerie. Ensuite, ils se sont organisés comment sur tout le territoire algérien? Oui, alors, alors l'armée française, donc, ils ont un système de postes permanents, de garnisons permanentes, qui sont pas, enfin, qui sont peut-être 20 ou 25, qui sont dispersés, donc, sur le territoire d'Algérie, à des points stratégiques. Et donc, dans chacune de ces garnisons, il y a de quoi faire une colonne. Alors, une colonne, c'est quelques milliers d'hommes, avec 2 ou 3 bataillons, il peut y en avoir plus, d'infanterie, avec quelques escadrons de cavalerie, avec toujours quand même, contrairement à ce qu'on pense, de l'artillerie, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais ils en ont toujours, parce que c'est quand même une arme de supériorité. Donc ils ont toujours de l'artillerie légère qui est montée sur mulet, mais enfin c'est quand même, ils ont toujours quelques canons avec eux, et également, dans la mesure du possible, ils mobilisent ce qu'on appelle les goums, c'est-à-dire les cavaliers des tribus soumises, ce qui leur donne une cavalerie supplémentaire, au moins comme service d'éclaireur, et puis également très utile lorsqu'il s'agit de mener des razzias. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on utilise une colonne? Parce que c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas s'ils inventent l'utilisation de la colonne à cette occasion. En tout cas, ils l'utilisent le mieux possible, ils la perfectionnent. Il y a la fameuse colonne de marche en milieu aride. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on utilise ces colonnes? Oui, alors, ils n'ont pas vraiment inventé les colonnes parce que finalement, ils se sont peut-être inspirés des Turcs, parce que les Turcs avaient moins de troupes que les Français, mais ils avaient aussi un système de garnison. Et lorsqu'ils voulaient parcourir le pays, par exemple, pour lever des impôts, pour soumettre, il y avait quelquefois des insurrections aussi, ils se déplaçaient ils faisaient également des colonnes. L'intérêt d'une colonne, c'est que elle a une certaine force militaire, mais qu'elle a aussi une certaine force politique. C'est-à-dire qu'une colonne arrive, ça c'était le système des Turcs, arrive dans un pays. Si les populations se soumettent, il n'y a pas de problème particulier. On leur demande de payer des tribus, des impôts, des tribus, des sommes d'argent, de livrer du ravitaillement, etc. Si au contraire la colonne rencontre des hostilités, ou si les populations s'écartent, elles restent sur place pour ce qu'on appelle manger le pays. C'est-à-dire que les chevaux sont lâchés dans les cultures, les soldats récoltent ce qu'il y a à récolter, et donc le pays, lorsqu'il y a on fait des razzias, et donc on espère comme ça obtenir la soumission. Donc ça, c'était le système turc. Et donc les Français, finalement, ont repris un peu ce système en le perfectionnant avec des troupes qui étaient meilleures, qui étaient plus nombreuses d'abord, qui étaient mieux organisées, qui étaient mieux ravitaillées aussi. Alors l'idée, c'est là aussi de parcourir le pays pour recueillir des soumissions et pour obtenir donc la paix, enfin la paix ou la pacification plus exactement. Avec, alors, ce que vous disiez peut-être, il y a des règles qui se sont mises au point en fonction des périodes. L'idée, c'est que la colonne doit avoir un certain volume, quelques milliers d'hommes, parce que là, elle est toujours certaine de ne pas être battue. Si elle est trop peu nombreuse, comme c'est arrivé à Montagnac, elle peut être écrasée, donc il lui faut un certain nombre de soldats. Il lui faut une certaine composition aussi, donc toujours un peu de cavalerie, mais toujours de l'infanterie, parce que l'infanterie est presque nécessaire pour tenir le terrain, et un peu d'artillerie. Et donc des ordres de marche. L'ordre de marche essentiel, c'est finalement... Alors là, il y a des combinaisons diverses, mais l'essentiel, c'est de maintenir l'ordre de marche et de protéger le convoi. Parce que la colonne transporte ses impedimenta avec elle, et donc elle a un convoi. Et on sait qu'en cas d'attaque, les guerriers ennemis se ruent toujours sur le convoi pour le piller. Donc il faut que le convoi soit un peu séparé de la colonne pour qu'en cas d'attaque, il n'y ait pas de désordre, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit assez loin pour qu'on ne puisse plus la protéger. Donc il y a des combinaisons, évidemment, ce n'est pas la même chose. Si on est en pays de plaine, où là on s'étale davantage, ou en pays lorsqu'il faut franchir un défilé, là au contraire, il y a une autre stratégie. Parce que les ennemis pillent les colonnes, mais on voit aussi que la razzia, c'est un des buts de cette guerre, oui.
C'est-à-dire à la fois pour soumettre, mais aussi pour détruire, Mhm. pour payer les goums qui Mhm. sont embarqués dans Mhm. cette aventure. Mais c'est aussi un outil de terreur. Oui, bah, l'idée de la razzia, la réflexion de Bugeaud, c'était que... Je vais peut-être avoir quelques mots. La réflexion de Bugeaud, c'était que, au fond, en Europe, l'idée d'on faisait la guerre en Europe, on s'emparait des villes parce que c'est là qu'étaient les richesses. Bon, en Afrique du Nord, à l'époque, surtout en Algérie, les villes sont extrêmement réduites, hein, quelques milliers d'habitants, elles ne représentent pas une richesse particulière. Et donc, ce qu'il faut, c'est atteindre les richesses des populations rurales, ou les ressources plus exactement, parce que les richesses est un grand mot, des populations rurales. Et pour ça, donc, la razzia est quelque chose d'essentiel, parce qu'elle permet justement de détruire, enfin d'affaiblir les tribus dans ce qu'elles ont de plus important, c'est-à-dire dans leurs ressources en blé, soit en récolte, soit lorsqu'elles les ont mis dans des silos. À ce moment-là, on pille les silos. Dans leurs ressources, ça c'est en bétail, ça c'est pour les populations des plaines. Et lorsqu'il s'agit de montagnes, on peut aussi, on détruit d'ailleurs leurs récoltes, leurs arbres fruitiers par exemple, qui sont coupés. On met le feu au village des sédentaires, et donc on espère aussi à les amener à soumission en leur enlevant toute leur richesse finalement, ou en les obligeant donc à s'enfuir, mais dans des conditions évidemment qui sont extrêmement coûteuses. Nous avons parlé de la façon de faire la guerre des Français. Est-ce que Abdelkader a une façon à lui de faire la guerre? Ben, à cette époque-là, en tout cas, l'idée d'Abdelkader, c'est lui de n'avoir que de la cavalerie et de se déplacer très vite. Hein, donc lorsqu'en 1845, en septembre 1945, il entre en Algérie, et donc il va se déplacer, il a un axe de déplacement qui est ce qu'on appelle les hautes plaines, qu'on appelait autrefois les hauts plateaux, donc au sud de l'Algérie. Ces hauts plateaux donc sont une sorte de steppe, hein, qui est donc il y arrive au début de l'automne, donc c'est encore la saison est moins chaude. Il va y avoir ensuite des pluies, de l'eau, des pâturages, donc on peut se déplacer sur des centaines de kilomètres d'est en ouest. Et à partir des hauts plateaux, s'écoulent des rivières qui se dirigent vers la mer, donc vers le nord. Et les vallées de ces rivières donc permettent d'entrer assez facilement, de descendre assez facilement vers le nord et de menacer comme ça les établissements français. Donc c'est une stratégie finalement qui est assez intelligente, parce qu'il est maître de l'endroit où il va frapper en quelque sorte, puisqu'il se déplace sur ce grand axe est-ouest et il peut attaquer les établissements français en choisissant d'aller plus ou moins à l'ouest, ce qui oblige les colonnes françaises qui essayent de le pourchasser à des mouvements qui sont difficiles. Et d'ailleurs, ils arrivent difficilement à l'atteindre. Oui, il y a une carte dans votre livre qui montre qu'en fait, c'est extrêmement compliqué pour les Français de suivre. Oui. Déjà, ils doivent transporter leur nourriture, des milliers d'hommes. La carte est même assez comique, quasiment, parce qu'on le voit... On les voit poursuivre. Oui, parce qu'en plus, il a de la cavalerie. Cette cavalerie, il peut la nourrir assez facilement cette saison parce qu'il y a des pâturages, il y a de l'eau. Il s'alimente, ces guerriers sont des gens extrêmement frugaux qui se contentent de pas grand-chose, hein, et donc qui peuvent se nourrir, que les tribus nourrissent assez facilement. Ils mangent quelques poignées d'orge, rôti, bouilli plus ou moins. Bon, ils boivent un peu de lait, c'est à peu près tout. Hein. Donc ça peut durer assez longtemps. Ils peuvent également se changer de chevaux justement en s'approvisionnant auprès des tribus. Hein, alors qu'en effet l'armée française est très lourde puisqu'elle se déplace au pas des fantassins. Hein, l'idée c'est que si on attaque la cavalerie française, peut battre assez facilement les cavaliers arabes, mais elle n'est pas extrêmement efficace parce que les chevaux sont très chargés, ils sont lourds, les cavaliers ils s'usent assez facilement, ils ne durent pas très longtemps. Et donc, attaquer uniquement avec des chevaux, c'est assez suicidaire. Donc, il faut que les chevaux soient toujours soutenus par des fantassins. Parce que l'autre chose qu'on voit dans votre livre, c'est que les cavaliers, les troupes d'Abdelkader sont des gens qui se contentent de peu de choses, qui ont besoin de peu. En revanche, les Français ont besoin de beaucoup plus. Mais on a le sentiment que tous ces besoins de l'armée française ne sont pas anticipés par l'état-major. Parce qu'à des moments, vous dites qu'ils n'ont plus de chaussures, le nombre d'indisponibles est, je crois, quelquefois de 30%. Oui, il y en a énormément. Oui. Parce qu'ils sont malades. Oui, ils sont malades, fatigués, épuisés, oui. Et donc il faut les extraire du champ de bataille au plus vite. Oui, parce que justement,
Ces soldats, bon, d'abord, ce sont des conscrits. Il y a un certain nombre de conscrits venus de métropoles, bon, qui ne sont pas du tout habitués au climat. Il y a déjà cette difficulté, qui sont pas, qui vivent, qui sont à l'extérieur, donc qui ne sont pas habitués à vivre à l'extérieur, qui ne peuvent pas choisir qui ne peuvent pas choisir leurs emplacements, donc qui souvent circulent dans des conditions climatiques qui ne sont pas très bonnes, qui bivouaquent au fond de vallées qui sont assez malsaines, hein, à cause de la malaria. La nourriture, effectivement, bon, elle suit difficilement. Justement parce que lorsque la colonne est partie depuis un certain temps, ben, elle a épuisé son ravitaillement. Il est très difficile de lui en rapporter. N'oublions pas qu'en Algérie, à l'époque, il n'y a pratiquement pas de route. Il n'y a pas de chemin de fer, évidemment. Donc pour approvisionner les postes, c'est assez difficile. On dépend des tribus, parce que ce sont les tribus qui fournissent des bêtes de somme, qui fournissent des mulets, mais là aussi, il faut les réquisitionner, et puis les mulets, si on les use trop, bon, finissent aussi par disparaître. Hein. Donc on est toujours, l'armée française est toujours dans une situation extrêmement... elle est juste en quelque sorte, quoi. Elle n'arrive pas elle est très mal ravitaillée finalement. Et les équipements, donc il y a une poignée de gens, c'est un peu d'ailleurs, sans doute un peu comme dès les campagnes du Premier Empire, il y a une poignée de gens qui sont extrêmement entraînés, qui sont de bons marcheurs, qui sont frugaux, qui survivent à toutes les opérations, et puis il y a une masse de gens qui suivent plus ou moins. Une autre chose qui est très frappante et c'est très émouvant, c'est la violence de cette guerre. Donc, toutes les guerres sont extrêmement violentes. Oui, bien sûr. Et comme vous dites, l'Algérie précoloniale n'était pas une Arcadie idyllique. En revanche, l'armée française va amener une espèce de violence extrême, une forme de cruauté. Est-ce que vous savez d'où vient cette façon de faire la guerre? C'est une façon de faire la guerre finalement qui est assez explicable lorsqu'une armée régulière a affaire à des guérillas et à des guérillas paysannes. Hein, pourquoi? Parce que les guérillas d'abord mènent des embuscades. Hein, donc on considère que les adversaires sont des lâches qui n'interviennent que lorsqu'on est très faible. Bon. Et puis d'autre part, parce que les guerres que mènent les paysans, c'est le cas des paysans algériens, sont extrêmement violentes. Bon, les paysans sont des gens qui sont habitués à mener une vie très rude et pour qui donner la mort quotidiennement n'est pas quelque chose de très grave. Enfin, du moins dans ces époques-là. Hein. C'est comme ça que s'est passée la guerre de Vendée, c'est comme ça que s'est passée la guerre d'Espagne à l'époque napoléonienne. Bon, et là, c'est à peu près la même chose. Hein. Les paysans algériens considèrent les Français non seulement comme des étrangers, mais en plus comme des impies. Et là aussi, on est un peu dans le cadre de ce qu'était la Vendée ou de ce qu'était la guerre d'Espagne. Hein. Des gens qui sont des incroyants ou des infidèles. Mais bon, on est dans le cadre de l'islam, mais enfin, c'était la même chose lorsque on rencontrait les paysans catholiques espagnols. Hein. Bon, c'est que les Français sont des incroyants. Hein. Bon. Peut-être, oui, plus que des chrétiens d'ailleurs, parce que un des grands reproches que font les Algériens aux Français, justement, c'est d'être des gens qui ne croient en rien, qui ne font pas de prière, qui ne sont pas des gens pieux, en quelque sorte. Et donc, les Algériens, donc, dès le début, enlèvent des soldats français, les mutilent, et les soldats français, enfin, en représailles, ou ont des comportements qui sont à peu près les mêmes. Ce qu'il y a aussi, c'est que, alors là, c'est aussi les généraux finalement ou les chefs qui sont très peu contrôlés, songent avant tout à la sauvegarde de leurs troupes. Et ils sont prêts finalement à massacrer toute la population pour que la troupe reste opérationnelle. Par exemple, les grandes enfumades dont on parlera peut-être s'expliquent comme ça. Lorsqu'un adversaire se réfugie dans un endroit inexpugnable, on ne peut pas rester indéfiniment à l'attendre devant, donc on l'enfume pour pouvoir partir ailleurs. Donc là, il n'y a absolument aucun scrupule, bien sûr. Oui, parce que les Français n'ont aucun scrupule à enfumer, à raser des villages, à tuer des femmes, des enfants, à tuer tout ce qui
tout ce qui se présente. Non, non, l'idée, c'est que vraiment, à la fin, justifier les moyens. Bon, ce qui d'ailleurs n'est pas, ce qui n'est pas du tout justifiable moralement, mais enfin, l'idée, c'est ça. Hein, c'est que l'Algérie, on a donné l'ordre à l'armée de soumettre l'Algérie, et pour soumettre l'Algérie, apparemment, enfin, du moins, ils jugent qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut reconnaître aussi qu'on ne leur a pas donné l'alternative de se demander. Certains seraient peut-être contents de partir, mais on ne leur donne pas cette possibilité, bien sûr. Parce qu'il y a à la fois ce côté d'une violence absolue, vraiment sans limite, et il y a aussi des militaires français, en tout cas, ceux que vous citez, qui viennent notamment des bureaux arabes. Après, on reparlera des bureaux arabes, voir s'ils ont comment dire, s'ils ont continué dans le temps, les SS, la guerre d'Algérie, ça peut être ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent et qui se disent attention, peut-être qu'à des moments on va trop loin et que finalement on va s'aliéner ces populations. Bugeaud lui-même par moments. Oui, c'est-à-dire que l'idée de Bugeaud, c'est que à partir du moment où les populations se soumettent, il faut ne pas abuser en quelque sorte de sa force. Alors bon, ça peut paraître toujours discutable, hein, mais enfin son idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, il faut essayer de leur donner un gouvernement qui soit assez équitable, en nommant des chefs locaux qu'ils acceptent et qui soient prestigieux chez eux. Il faut essayer de leur donner des ressources en leur donnant des conseils en matière d'agriculture, par exemple, en matière d'élevage. Il faut ne pas vouloir les spolier de leurs terres, hein, et donc là, on va avoir dès le début une grande opposition avec les représentants du parti des colons qui, au contraire, voudraient que les terres soient faciles à acquérir pour les Européens. Hein, donc il y a l'idée, effectivement, que l'armée doit protéger, une fois qu'elle a conquis, qu'elle doit protéger les populations. Hein. On va parler de la vision politique entre guillemets de l'Algérie par Bugeaud. Bugeaud a un projet de colonisation militaire de l'Algérie, si j'ai bien oui, tout à fait. compris, qui s'oppose de façon plus ou moins puissante et absolue à une colonisation, disons, civile de l'Algérie. Oui, ben, l'idée de Bugeaud est assez simple finalement, c'est que l'Algérie a été conquise par la force, par des moyens, avec un emploi de la force et des ressources militaires extrêmement importantes, et que l'Algérie est un pays qui n'est que superficiellement soumis, dont le soulèvement est toujours possible. Or, on ne peut pas maintenir sans arrêt une armée puissante en Algérie, parce que la France peut avoir besoin de son armée ailleurs. Donc l'idée, c'est de créer un système de contrôle de l'Algérie qui soit solide et qui ne soit pas trop coûteux. Et c'est comme ça donc qu'il conçoit l'occupation de l'Algérie et sa colonisation par des sortes des régiments de paysans soldats. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il s'inspire de modèles qui existent ailleurs. Il s'inspire, par exemple, des régiments de garde frontière d'Autriche, les Serbes, par exemple, qui sont mis à la périphérie de la Bosnie, hein, dont on a vu les résultats, malheureusement, avec des conséquences qu'on verra beaucoup plus tard, ou les Cosaques en Russie. Hein, donc son idée, c'est que des soldats, plus exactement d'anciens soldats, vont recevoir des terres qui vont être organisés plus ou moins militairement, si bien qu'en cas d'insurrection, ils seront prêts à réagir. Bon, voilà donc voilà l'idée de Bugeaud. Bon. Donc ça va pas marcher. Non, ça ne marche pas parce que c'est pas du tout dans l'air du temps. Hein, l'idée, c'est que l'idée du gouvernement, c'est que pour développer l'Algérie, il faut la coloniser, mais il faut y créer des richesses, il faut y faire venir des colons français. Et si on veut faire venir des colons français en plus, on ne réussira pas à faire venir des volontaires pour être encore mobilisés dans l'armée, au fond. Les anciens soldats seraient très heureux de recevoir des terres, mais pas dans un système encore de casernement. Bugeaud, il veut aussi que les colons civils soient capables de prendre les armes pour se défendre eux-mêmes. Oui, voilà, il voudrait aussi que les colons soient un peu militarisés, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils soient prêts, en effet, à se battre, et donc qu'ils soient sous le contrôle de l'armée. Or, les colons, au contraire, rechignent tout à fait à ce contrôle militaire, hein. Ils détestent le régime du sabre. Bon, d'une part, parce qu'effectivement, les officiers se comportent avec beaucoup de morgue, souvent vis-à-vis des civils. Et puis d'autre part, ça c'est la deuxième raison, parce que justement, ils ont l'impression que l'armée protège les indigènes, hein, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, et que par conséquent, avec ce système de protection, on ne pourra jamais acheter des terres et que ça étend de la colonisation. Donc Bugeaud est détesté des civils. Tout
ça, ce sont des idées qui auront une postérité. Oui, ensuite il sera au contraire, ça sera la grande figure de l'Algérie française, mais enfin disons que c'est un peu paradoxal parce que les colons ne pouvaient pas le voir. Oui, il y a une chose très intéressante dans votre livre, c'est une petite phrase, je trouve à la fois importante dans le contexte, mais importante aussi pour les 120 ans qui vont suivre. Vous dites que aucun système, en tout cas aucun système politique, en tout cas aucun régime politique français n'a eu de vision pour l'Algérie, à part Napoléon III et le général de Gaulle, ce qui est assez paradoxal à l'époque où finalement il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, parce que 80, même 100 000 hommes un peu à un moment. Oui, il y a plus de 100 000 hommes même à un moment. C'est quand même une force considérable. Comment vous expliquez ça, que le pouvoir politique n'ait pas de réflexion et prenne un peu ça comme quelque chose qui arrive un peu par hasard? Mais je crois que à l'époque, je crois que les hommes politiques ne voient pas un phénomène qui saute aux yeux, mais c'est le fait que la colonisation en Algérie est un phénomène particulier, puisqu'on y introduit des colons, mais qu'il y a une population autochtone qui est très nombreuse et qui, normalement, devrait rester très longtemps majoritaire, à supposer même que l'immigration européenne soit très forte, comme en Amérique. Et l'idée de concilier les deux populations, c'est quelque chose qui n'apparaît pas tellement. Alors soit on a les partisans du régime militaire comme Bugeaud, pour qui c'est l'armée qui gouverne l'Algérie, soit c'est le régime civil, et le régime civil doit avoir toutes les qualités, c'est-à-dire qu'on doit il faut faire à peu près ce que font les Anglais dans les Dominions, par exemple, c'est-à-dire qu'on y introduit des colons, les colons achètent des terres, ils s'arrangent plus ou moins avec les populations qui sont assimilées ou qui sont refoulées, et donc tout doit aller sans problème. Et le seul, finalement, qui voit que ça n'est pas si simple, c'est Napoléon III qui dit que, justement, il y a plusieurs... En Algérie, il y a à la fois, dit-il, c'est une colonie, oui, c'est à la fois une colonie indigène, enfin une colonie française, un royaume arabe et un camp français. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'armée, parce que l'armée doit tenir des positions dans la géostratégie française, il doit y avoir des colons, une colonie française, et dit-il un royaume arabe, c'est-à-dire un ensemble de populations locales, et tous ces gens-là, il faut les concilier en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, personne ne voit trop l'intérêt de l'Algérie à ce moment-là. C'est un problème de conquête militaire, peut-être de prestige militaire. Oui, à cette époque-là, oui, effectivement. C'est-à-dire que le gouvernement de Louis-Philippe a jugé qu'il ne pouvait pas abandonner l'Algérie sans perte de prestige. Ça a été un moyen d'y entraîner l'armée. Ça a été un moyen aussi de prestige pour les fils de Louis-Philippe, puisqu'ils ont tous servi en Algérie, certains très, très brillamment, comme le duc d'Orléans ou comme le duc d'Aumale. Et donc c'est en effet un élément un peu du prestige français. Mais effectivement, du point de vue de l'intérêt commercial ou de l'intérêt économique à l'époque, c'est très médiocre. Oui. Une autre chose là, que je connaissais absolument pas, ce sont les bureaux arabes. Oui. Qui ont une importance mais très relative. Mais en tout cas, c'est quand même une forme de réflexion de la part de l'armée française sur l'importance, la culture algérienne, c'est peut-être un bien grand mot à l'époque, mais en tout cas qu'il faut s'intéresser aux gens qu'on est en train de... Oui, voilà, c'est l'idée, c'est Bugeaud qui crée ces bureaux arabes, plusieurs époques, mais enfin en 1844 essentiellement. Ce sont des officiers, donc, qui sont chargés de toutes les relations avec les populations, avec les tribus. Donc des gens qui sont en général des officiers assez jeunes, mais qui ont de l'avenir. La plupart vont devenir généraux, vont terminer comme des chefs importants de l'armée, qui apprennent l'arabe, donc qui parlent les langues locales, qui souvent arrivent à le lire, plus ou moins bien, enfin quand même avec à un bon niveau, qui connaissent les traditions locales, qui connaissent la religion musulmane, les principales exigences du Coran, qui ont des relations, qui connaissent très bien les chefs locaux, les grandes familles, etc. Donc des gens qui sont indispensables à l'armée pour tenir le pays, et pour éviter au maximum les insurrections. Ces gens-là sont capables justement d'avoir un excellent service de renseignement et d'avoir des appuis, des espions, mais aussi des relais parmi les grandes familles avec lesquelles souvent ils tissent des liens amicaux. C'est pas uniquement des liens de domination, parce qu'ils se considèrent tous un peu comme l'aristocratie du pays, aussi bien les grands chefs
les grands chefs arabes ou berbères ou les officiers de bureau arabes. Ils se considèrent un peu comme une élite en quelque sorte. Et donc, bon, c'est un système qui est assez efficace et qui va symboliser justement pour les colons le régime militaire. Pourquoi? Parce que les bureaux arabes sont ceux qui inspirent la politique justement à l'égard des populations et la politique à l'égard de la terre. Et donc, pendant un certain temps, jusqu'aux années 1800, alors là on est encore dans cette époque, jusqu'aux années 1860, ils pensent qu'il est possible de faire leur part aux colons, c'est aussi l'idée de Bugeaud, simplement en resserrant un peu les populations indigènes. C'est-à-dire ce qu'on appelle le cantonnement, hein, c'est-à-dire qu'on va les populations indigènes sont un peu trop dispersées, donc on peut les resserrer, d'autant plus que si on leur donne de meilleures techniques culturelles, à ce moment-là, ils pourront avoir de meilleurs rendements, et donc avec des terres moins grandes, ils vivront aussi bien. Et puis comme ça, on pourra dégager des terres pour les colons, donc il n'y a pas de contradiction. Seulement à partir des années 1860, et même un peu avant, ils se rendent compte que ça n'est pas possible. Parce que finalement, le cantonnement, ça n'est pas une bonne méthode. Il n'est pas possible de faire évoluer très vite les populations locales. Et donc, si on leur enlève des terres, ils vont vivre moins bien. Et s'ils vivent moins bien, ils vont avoir tendance à se soulever. Et donc, à partir de ces années-là, et à partir du milieu du Second Empire, donc des années 1860, les bureaux arabes freinent tout à fait cette politique de cantonnement. Et donc, ils s'attirent la haine des milieux, des dirigeants du parti colonial. Et est-ce qu'on connaît la nature des rapports entre les Algériens et les Algériens de l'époque et l'armée française? Plus que les colons, hein, vraiment l'armée française qui est présente partout. Oui, c'est-à-dire que c'est assez... Bon, il faut voir que d'abord l'Algérie, c'est un pays, enfin comme beaucoup de pays, c'est un pays dans lequel les Français n'étaient pas totalement unis. Hein, c'était un pays qui n'était pas totalement uni. Il y avait des rivalités de clans, il y avait des rivalités de régionales, il y avait des disparités qui faisaient que finalement, même un homme comme Abdelkader n'a jamais réussi à unifier complètement les régions qui dominaient. Hein, il n'a jamais dominé la moitié est de l'Algérie, et même dans les régions qui dominaient, il n'était pas le maître partout. Et son pouvoir était récent. Donc les Français avaient réussi à s'appuyer sur un certain nombre de chefs, de tribus, qui étaient hostiles à Abdelkader. Hein, si bien que, dans certains cas, les relations entre les chefs et les populations étaient bonnes, entre l'armée plutôt et les chefs, et donc étaient plutôt bonnes. Bon. Maintenant, malgré tout, les officiers de bureau arabe se rendaient compte que, tout en ayant quelquefois un certain respect pour certains généraux, pour certains officiers, tout en nouant des relations qui étaient bonnes, la masse du pays était quand même extrêmement hostile. Et en fait, elle avait peu de rapport avec les Français, il faut reconnaître, parce que même l'armée était nombreuse, mais la plupart des populations vivaient à l'écart quand même. Oui, puis les surfaces étaient... Oui, le pays était très vaste, les populations étaient quand même assez dispersées. Et donc, la plupart des gens qui avaient vu l'armée française l'avaient vu surtout en opération, ce qui n'était pas le moyen de la rendre la plus sympathique, évidemment. Sur Youssouf. Oui. C'est un personnage que j'ai découvert. Oui. Maintenant que j'en ai parlé à d'autres, personne ne connaissait ce personnage. Oui, est-ce que vous pouvez me faire un petit portrait de ce qui devient général à la fin? Oui, tout à fait. C'est une carrière. C'est une carrière très brillante. En fait, c'est quelqu'un qui est né vers 1808 à peu près, hein, à Tunis, dont on ne connaît pas exactement les origines. Alors, est-ce que il est sans doute d'une famille très modeste? Est-ce que c'est une famille chrétienne? Est-ce que c'est d'origine italienne? Est-ce que c'est une famille juive? Est-ce que c'est une famille musulmane? On n'a jamais très bien su. Il répand le bruit, ou en tout cas, selon lui, c'est un enfant qui aurait été enlevé en Sardaigne et emmené donc comme esclave et converti à Tunis. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est sans doute quelqu'un qui avait une éducation militaire, parce qu'il fait partie des Mamelouks. Il quitte la Tunisie en 1830, avec un certain nombre de jeunes comme lui, que le gouvernement français a recruté comme interprètes. Parce qu'il y avait peu d'interprètes qui parlaient l'arabe dialectal, notamment maghrébin, dans l'armée française. Il y avait des gens très lettrés, mais ça n'était pas ce qu'il fallait.
Et donc, bon, il va raconter beaucoup de légendes sur son compte, mais enfin qui sont absolument invérifiables. Et donc, il arrive comme ça en Algérie. Et très vite, en effet, il va obtenir la confiance des généraux, notamment du gouverneur Clausel, hein, qui va lui donner des responsabilités, qui va même penser à lui à un moment pour diriger la province de Constantine. Bon, en réalité, c'est un homme qui est extrêmement brutal, qui prétend gouverner à la turque. Bon, vrai ou pas, c'est-à-dire d'une manière totalement despotique et très corrompue. Hein. Et donc, bon, qu'on va écarter des grandes responsabilités politiques, mais qu'on va garder quand même comme, disons, officier de cavalerie. Et c'est lui qui va organiser ou qui va participer à l'organisation des spahis, hein, donc des cavaliers indigènes. Et il va d'autant plus réussir que c'est un homme qui a le sens du contact et le sens de la publicité, qui va réussir à faire venir dans son régiment beaucoup de jeunes de bonne famille, qui sont un peu, disons, désaxés à Paris, qui ont fait des dettes et qui se refont comme ça dans la cavalerie en Algérie, et parmi lesquels il y a notamment le comte Fleury, qui sera ensuite un des principaux auxiliaires de Napoléon III. Hein, et donc, bon, il participe à toutes les opérations. Il participe brillamment à la prise de la Smala, par exemple. Hein, c'est même lui qui est le principal acteur de la prise de la Smala, le duc d'Aumale, bon, ayant accepté de le suivre, mais au début un peu à contre-cœur. Et puis c'est lui qui participe aussi, il se distingue à la bataille d'Isly, donc contre les Marocains. Dans les campagnes qu'on voit dans ce livre, là aussi, il utilise sa cavalerie donc pour la poursuite d'Abdelkader, bon, qui ne réussit pas, mais enfin qui a rattrapé, mais enfin qui il inflige quand même des pertes. Et donc il va mener cette carrière, effectivement. Il va être très vite général de brigade, puis général de division. Au début, il sert à titre indigène, et puis grâce à Napoléon III, il sert à titre français. Et il va faire une belle carrière comme ça, il va quitter l'Algérie vers 1800, j'ai oublié la date précise, vers 66 ou 67, essentiellement parce que sa femme, qui est une femme ambitieuse, s'est brouillée avec l'épouse du maréchal MacMahon. Bon, ça fait 2 personnes de trop. Il y en a une de trop, en quelque sorte, et donc il est envoyé à prendre la garnison de la division de Montpellier, et il meurt à Montpellier d'ailleurs, mais... Alors, au début, c'était présenté, c'est un personnage bizarre, au début, c'était présenté comme musulman, et puis ensuite, il s'est converti, si c'est le cas, au catholicisme le plus ostentatoire. Enfin, bon. En tout cas, c'est une figure assez spectaculaire. Oui, c'est une figure spectaculaire, mais pas très sympathique. Hein. Je pense, il valait mieux ne pas le rencontrer en opération, je pense. Sur l'armée française, on voit aussi, en lisant votre livre, que l'Algérie va être le passage des plus grands chefs de l'armée française. Dans les années 70, à la fois des très bons comme des très mauvais. Oui, surtout des très bons, il n'y en a pas énormément, il faut bien reconnaître, malheureusement. Mais là aussi, parce que vous pouvez nous parler, parce que c'est vraiment le passage qui va former une espèce d'élite. Oui, parce que comme c'est le seul théâtre d'opération de la France, donc entre 1830, enfin un peu après 1830 et 1848 finalement, tous les officiers ambitieux et d'avenir passent en Algérie. Alors effectivement, bon, ils se forment autour de Bugeaud. Bon, il y a Pélissier qui commandera donc en Crimée. Il y a MacMahon, bon, qui est encore assez jeune, mais enfin qui va avoir des responsabilités importantes. Bazaine, des gens qui seront peut-être plus brillants comme Chanzy, par exemple, qui est jeune à l'époque. Hein. Donc, et alors bon, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si, disons que l'armée française ne s'était pas, les officiers ou les généraux, s'étaient pas démoralisés en menant ces opérations en Algérie. Bon, ça c'est très difficile à savoir finalement, parce que bon, ça leur donnait effectivement le sens du terrain, pas forcément en effet le sens de l'organisation et en grande. Et bon, est-ce que par exemple les autres armées à l'époque étaient plus compétentes finalement? Il y avait de grands états-majors que dans l'armée prussienne. Hein, et c'est après la défaite française qu'on a créé un grand état-major en Russie, qu'on en a créé dans les autres pays. Donc, est-ce que vraiment ça a été si grave? Ça n'est pas sûr. Est-ce que ce que va apprendre l'armée française en Algérie à cette époque, est-ce que c'est une chose qui va se transmettre à l'intérieur de l'armée française et qui va perdurer? Moi je pensais à la guerre du Rif
qui ressemble à cette guerre, avec plein de différences, mais qui ressemble quand même beaucoup. Évidemment, on pense à la guerre d'Algérie, la dernière. Est-ce que les militaires français du XXe siècle ont la culture de cette violence, de la razzia, Oui, disons que cette façon de procéder, enfin les opérations par colonne, etc., ça dure pratiquement jusqu'à la guerre du Rif à peu près. À partir de ce moment-là, c'est plus tellement possible, ne serait-ce qu'à cause de la puissance de feu des troupes adverses. Et puis bon, il y en a d'autres moyens de transport, etc., donc c'est différent. Autrement, là, qu'est-ce qui reste de ça? Ça n'est plus la razzia non plus, parce que la razzia, bon, ce type de guerre est condamné par des gens comme Gallieni, bon, qui n'est pas de l'armée d'Afrique, mais enfin, ou des gens comme Lyautey, hein, qui considèrent qu'au contraire, le but de la guerre, c'est de soumettre les populations le plus possible, mais de permettre la reconstitution de la vie économique dès que donc on détruit le moins possible. Hein, c'est l'idée que c'est la phrase de Lyautey, ou je ne sais plus si c'est Galilée, enfin ça aurait pu être l'un ou l'autre, qui dit on ne prend pas un village de la même façon lorsqu'on pense au marché qu'il faudra y organiser le lendemain. Hein, donc l'idée de mener une guerre qui quand même évite ces grandes opérations très destructrices quand même, hein, donc avec un peu plus d'humanité. Ce qui reste aussi, c'est l'idée sans doute, mais ça c'est l'idée qui se transforme dans l'armée française quand même, c'est qu'on ne peut pas faire la guerre dans ces pays sans une connaissance du pays, sans une connaissance assez intime. Hein, c'était la tradition des bureaux arabes au fond. Hein, lorsqu'on va quelque part, on doit s'intéresser vraiment aux populations. On ne vient pas simplement pour faire une opération militaire, on vient aussi pour nouer des contacts, hein, en quelque sorte. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le changement des rapports entre les colons et les soldats en 1845 et ensuite les rapports qui vont être inversés complètement jusqu'en 61-62, quoi. Oui, et encore, ça n'est pas si net que. C'est-à-dire que pendant très longtemps, finalement, bon, les colons, enfin, ce qui est un mot d'ailleurs un peu inexact, parce que bon, le nombre d'agriculteurs est très faible finalement dans la population européenne. Les colons, donc, ou là, ceux qui les représentent, ont surtout pour but le développement du pays, et ils sous-estiment la menace dite indigène. Hein? Bon, donc ça va être, sauf à quelques périodes, comme par exemple au moment de l'insurrection de 1871, mais l'idée c'est quand même que l'armée ne doit pas gouverner le pays, et que le pays doit être gouverné par des civils. Alors effectivement, à partir de la guerre d'Algérie, l'armée se présente ou est vue comme les colons, comme la garantie évidemment de la présence française. Mais d'une façon qui n'est pas exactement la même, parce que les colons, dans l'ensemble, les colons sont plutôt partisans d'une doctrine d'assimilation, en quelque sorte. C'est-à-dire que les populations locales, la façon de garder le pays doit se faire par la transformation des populations en français, en quelque sorte. Alors que les représentants de l'armée sont beaucoup plus sensibles, semble-t-il, à la doctrine de l'intégration, hein, c'est-à-dire permettre aux populations locales de conserver un certain nombre de traditions, de conserver leur spécificité, et surtout, les militaires sont très conscients des injustices que le système colonial a fait peser sur l'Algérie, et souvent très critiques vis-à-vis des colons d'ailleurs. Donc ça n'est pas une compréhension totale. Ah ouais. Hein, c'est surtout contre De Gaulle que bon, tout le monde va se rassembler, mais là c'est assez particulier. Oui, comme vous dites, c'est lui, il a au moins quelque chose à dire sur l'Algérie. Oui, voilà, il pense quelque chose. Quoi. Oui, voilà, lui avait mais son idée justement, c'est que l'Algérie ne peut pas être considérée comme la France et qu'on ne peut pas y adopter, et qu'on ne peut pas y appliquer justement appliquer les institutions françaises à l'Algérie, et en faire des départements français. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter la fin d'Abdelkader? Parce que c'est une belle fin. Oui, Abdelkader, se rend, c'est un peu compliqué. Bon, enfin, disons qu'il fait ça. Il se rend chez les Français donc en 1847,
Et il déclare que bon, on ne sait pas, est-ce qu'il s'est soumis, est-ce qu'il a simplement demandé un sauf-conduit, enfin bon, toujours est-il qu'il déclare qu'il ne se battra plus, et qu'il demande qu'on le transporte en Orient pour y mener une vie de prière, etc. Et le gouvernement français donc le lui promet, seulement sur ces entrefaites arrive la révolution, etc. Et donc Abdelkader est déporté en France, d'abord à Toulon, puis ensuite, enfin plusieurs endroits, à Pau, puis à Amboise, donc il va y rester 5 ans. Et pendant ces 5 ans donc, de captivité, il rencontre finalement beaucoup de gens qui vont le voir, et c'est là qu'il va impressionner tous les Français qui le rencontrent. Jusque-là, bon, quelques Français le connaissaient, bon, on considérait que c'était un homme tout à fait remarquable, mais là, il frappe également par ses capacités de réflexion, vraiment par une espèce de séduction, hein, une espèce de charisme. Bon, et finalement, c'est Napoléon III qui décide de le libérer, donc il va le voir, il lui annonce sa libération. Et Abdelkader part pour l'Empire ottoman, donc d'abord à Brousse, puis ensuite à Damas, bon, où il va terminer son existence. Et effectivement, en 1860, enfin, ce qui va faire achever de son prestige, c'est qu'en 1860, donc, éclate un massacre de chrétiens, donc qui est approuvé, ou en tout cas qui n'est pas réprimé vraiment par le gouvernement turc, et Abdelkader lui-même, bon, qui est pensionné à l'époque par le gouvernement français, qui a emmené avec lui un certain nombre de gens de serviteurs de sa famille, donc parcourt Damas, rassemble les chrétiens et les rassemble chez lui sous sa protection, ce qui va évidemment lui valoir un grand prestige dans tout le monde occidental. Bon. Et ensuite, donc, il va participer à d'autres choses, il va être reçu par plusieurs loges maçonniques d'ailleurs. Alors là, on n'a jamais bien su, là aussi, si vraiment, bon, on sait que ça l'avait beaucoup intéressé, est-ce qu'il a vraiment reçu directement la lumière, ou est-ce qu'il n'a pas seulement eu des contacts? Enfin bon, toujours est-il que, en tout cas, les rapports ont été très étroits. Il va être présent à l'inauguration du canal de Suez. Napoléon III peut-être pensé pour lui, alors, mais en tout cas, alors ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup, à cette époque-là, c'est quand même un homme qui passe sa vie en méditation. À Damas, il y a le tombeau du grand soufi Ibn Arabi, et donc là, donc pour lui, c'est très important d'être à côté de ce grand saint de l'islam. Et il fait ça, enfin, quand on lui fait des ouvertures politiques, il les rejette toujours. Hein. Napoléon III avait pensé à lui pour un royaume arabe d'Orient. Bon, il fait savoir très courtoisement qu'il n'en est pas question. Lorsque l'insurrection éclate en 1871 en Algérie, un de ses fils part pour y participer, d'ailleurs de manière qui est assez peu importante. Lui-même va déclarer qu'il n'est pas question non plus que maintenant, pour lui, la guerre ne compte plus, enfin que ce qui compte c'est la prière et la méditation. Bon, les Français vont lui aussi être très reconnaissants parce que c'est un épisode bon, qui n'est plus trop rappelé, mais enfin il est à Damas un jour dans un cercle où il y a des représentants français, dont le représentant prussien qui, bon, c'est la défaite française, hein, donc qui a quelques mots méprisants, et apparaît-il, Abdelkader sort et revient avec son grand cordon de la Légion d'honneur pour justement discrètement montrer qu'il n'aime pas qu'on insulte la France en sa présence. Et donc c'est un personnage effectivement qui est très intéressant parce que ce sont malgré tout ce qu'il a laissé de message, et ça je pense que c'est important, c'est qu'il fallait travailler au rapprochement des musulmans et des chrétiens. Et ça c'est un message qui a toujours son retentissement, enfin ou qui devrait l'avoir. C'est une pratique courante à l'époque d'honorer un ennemi comme ça, ou c'est parce que c'est Abdelkader? Disons que qu'est-ce qu'on peut... Non, je crois que c'est quand même... Disons qu'on le considère quand même comme un chef d'État vaincu. Hein. Ça n'est pas quand même un chef de bande. Hein. Donc, on le considère comme ça quand même. Hein. Et d'ailleurs, oui, c'est ce qu'on fait. En général, les chefs vaincus étaient quand même traités avec un certain... par exemple, c'est un peu comme ça aussi que les Russes traitent, parce que c'est quelqu'un qui est un peu symétrique d'Abdelkader, que traite Chamil. L'émir Chamil, bon, qui avait lutté contre eux dans le Caucase. Hein, c'est un peu... D'ailleurs, il va rencontrer Abdelkader. Ils vont se rencontrer. Non, disons qu'il y a un côté chevaleresque, malgré tout.